L'histoire à présent sur Radio J avec notre chronique quotidienne, l'histoire des Juifs de France, en compagnie toujours de Christophe Dard ce matin. Et chaque matin, vous le savez, de l'Antiquité à nos jours, nous vous racontons une période, un épisode, une date, un personnage incontournable de l'histoire de la communauté juive de France. Lors du précédent épisode, nous avons évoqué l'expulsion des Juifs du royaume de France, justement en 1615, et la figure centrale du médecin de Marie de Médicis, Élie de Montalto. Et bien ce matin, nous restons au XVIIe siècle, mais un peu plus tard, sous le règne de Louis XIV, devenu monarque à 5 ans en 1643 dans un royaume qui compte peu de Juifs à cause des expulsions donc antérieures, sauf dans le sud-ouest, on le rappelle, où vivent des communautés de Maranes. Le roi Soleil va gouverner 72 ans sur la France. Nous allons évoquer donc ses relations avec les Juifs en plusieurs épisodes, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. En 1648, l'Alsace, où vivent beaucoup de Juifs, est rattachée à la France, à la suite du traité de Westphalie qui marque la fin de la guerre de 30 ans. Christophe, quelles sont les intentions du nouveau roi à l'égard des Juifs ? Eh bien, lorsque l'Alsace est rattachée à la France, le sort pour les populations juives présentes dans la province devient une question centrale, car elles sont soumises à l'autorité de l'empereur d'Allemagne, alors qu'en France, l'édit d'expulsion de 1394 est lui toujours en vigueur. On a un élément de réponse en 1651, puisque 3 ans après la signature du traité de Westphalie, Louis XIV décide d'introduire le décret d'expulsion en Alsace. Il écrit le 26 février 1651 au gouverneur de Brisac, je cite, « Ne désirant pas souffrir que les Juifs demeurent dans Brisac, non plus qu'aux autres lieux de mon royaume, à présent que cette ville est unie à ma couronne, je vous fais cette lettre pour vous dire que je trouve bon que vous fassiez sortir de Brisac ceux qui s'y trouvent. » Donc finalement, la condition des Juifs d'Alsace, qui vivaient principalement dans les campagnes et souvent dans la misère sous l'Empire, s'aggrave lorsque leur région est rattachée au royaume de France. En effet, sauf que la demande royale n'est pas appliquée, et surtout en 1657, par lettre patente, le même Louis XIV accorde aux Juifs d'Alsace la protection royale. On revient donc à la situation d'avant 1648, les seigneuries, les municipalités autorisées à faire ce qu'elles veulent des Juifs, de lever l'impôt qu'on appelait le Judenszoll, ou de les garder, ou même bien de les expulser de leurs terres. Cela n'empêche pas que par la suite, les Juifs d'Alsace seront menacés d'expulsion. Et en 1671, le gouverneur de la province d'Alsace, le duc de Mazarin, demande aux Juifs de quitter la province dans les 3 mois, sauf qu'en fait, cette demande ne sera pas suivie dans les faits, puisqu'au contraire, à la même période, est renforcé le principe de protection des Juifs d'Alsace par les lois françaises, mais qui, bien du même coup, discrimine bien sûr les Juifs étrangers qui veulent s'installer dans la province. Inutile de préciser bien sûr qu'il s'agit là de Juifs ashkénazes. Louis XIV a fait preuve en quelques années d'un sacré revirement donc à l'égard des Juifs d'Alsace, même si dans les années 1650, qui marquent vraiment le début du règne du roi après avoir vu son pouvoir menacé durant la Fronde, les Juifs bénéficient de conditions plus favorables. En 1656, en Guyenne, l'autorisation des Juifs portugais de s'installer depuis 1550 dans cette province est renouvelée notamment par lettre patente. À Metz, à la même période, on compte environ 900 Juifs, et en septembre 1657, le 23 plus précisément, qui correspond au premier jour de la fête juive de Soukhot, eh bien le roi Louis XIV va effectuer une visite à la synagogue de la ville, qui a été construite au début du XVIIe siècle, dans une période où une communauté se reconstitue dans la cité lorraine. C'est la première visite d'un roi de France dans une synagogue, et le choix de Metz est fort, car une présence juive est attestée dans la ville depuis longtemps, et c'est dans cette cité que vers 960 était né Rabbeinu Gershon, dont nous avons déjà parlé, dont le prestige lui a valu d'ailleurs le titre, je cite, de lumière de l'exil. Le roi Soleil est donc reçu par le rabbin de la ville, un certain Moshe Cohen Narol, qui relate en hébreu d'ailleurs cet événement important. Et oui, je le cite, le lendemain du jour de Kippour de l'année 5418, Louis, roi tout-puissant de France et de Navarre, ainsi que sa mère, la reine Anne, et monsieur, frère du roi, visitèrent la ville de Metz. Shabbat, premier jour de Soukhot, le roi, son frère et toute une suite de ducs et de hauts dignitaires visitèrent la synagogue. La communauté juive ignorait cependant à l'époque comment il convenait de recevoir le roi. Et le lendemain, Louis XIV dit d'ailleurs au grand chancelier du royaume, le comte de Brienne, qu'il a été ravi de l'accueil reçu. Le 25 septembre, des lettres patentes spécifient que les familles juives résidant à Metz sont toutes issues des premières qui ont été établies originairement sous le bon plaisir et permission des rois, nos prédécesseurs. Je cite, les lettres ajoutent que le roi a tout sujet de se louer des Juifs de Metz. Les lettres patentes insistent en effet sur certains services rendus à l'armée par les Juifs de Metz et relèvent aussi que les Juifs se sont toujours gouvernés et conduits selon les privilèges
privilèges à eux accordés auparavant sans jamais donner aucun sujet de plainte. Donc en gros, on leur dresse des lauriers. Et comme on l'apprend dans les notes du rabbin de la synagogue de la ville, ces lettres patentes ont été lues par un interprète du roi devant une délégation de juifs de Metz, comprenant bien sûr le rabbin, mais également des notables. Et c'est là que Moshe Cohen-Narol va se faire sermonner, si l'on peut dire, Christophe, car on lui rappelle qu'il a été nommé rabbin quelques années plus tôt par les responsables communautaires de Metz, ce qui est interdit. Et voici ce qu'il écrit. Par l'intermédiaire de son interprète, le roi me fit dire: comment le rabbin de la ville peut-il exercer son ministère sans avoir reçu mon autorisation et se présenter aujourd'hui devant moi? Et il ajoute, et on peut comprendre ses craintes: lorsque j'entendis ceci, je commençais à trembler, mon visage rougit et je tombais la face contre terre. Alors le roi dit en souriant aux notables: dites à la seigneurie le rabbin qui ne craigne rien, bien qu'il ait mis le roi en colère, celui-ci accorde sa grâce, cependant que le rabbin ne transgresse plus les rois du royaume. Vous l'avez donc bien compris, tout est bien qui finit bien, mais on peut quand même imaginer effectivement que le rabbin a eu la peur de sa vie, puisque donc effectivement il avait été nommé en 1649 par des responsables communautaires de la ville de Metz, et effectivement ça n'avait jamais été ratifié par le roi, et là il se retrouve en gros avec le roi face à lui qui lui dit qu'en gros il faudra plus que ça se reproduise, donc on peut comprendre quand même ses craintes. Une nouvelle charge, une seule, est donc imposée, ou plutôt rappelée aux Juifs de Metz. Lors de la venue de Louis XIV, toute nomination d'un rabbin devrait être ratifiée par l'autorité royale. Mais pourquoi Louis XIV se rapproche des Juifs de Metz en 1657 ? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi donc cette visite effectivement à la synagogue? Eh bien, comme vous l'avez souligné en fait un peu plus tôt, Ilana, Louis XIV est un jeune roi d'à peine 5 ans lorsqu'il succède à Louis XIII en 1643, qui est mort cette année-là. S'ouvre donc en fait ce qu'on a appelé une période de régence. Or, la France est en guerre contre l'Espagne et la situation fiscale et financière est catastrophique. Et du coup, profitant de la jeunesse du roi et de toutes ses difficultés, la noblesse est en train de profiter de ces troubles pour essayer de prendre le pouvoir et limiter les pouvoirs du souverain. Et finalement, lorsque cette fronde va s'achever officiellement en 1653, donc au bout de 5 ans, Louis XIV, qui a conscience d'hériter d'un pouvoir fragile à structurer, va donc en fait chercher des alliés et y voit dans les Juifs des soutiens contre l'aristocratie. Il faut quand même rappeler que ce roi n'a encore que 19 ans, et il faut rappeler qu'il n'est pas encore dans ses grandes années. Il n'est pas encore le roi soleil à cette époque-là. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote extrêmement simple. Quand Louis XIV, par exemple, en cette fin des années 50, lorsqu'il visite la synagogue de Metz, et roi, il n'a pas, par exemple, encore construit Versailles. Et à l'époque, même, on peut penser que son ministre des Finances, le fameux Nicolas Fouquet, avait plus d'argent que lui, puisque en tant qu'intendant du royaume et du coup de ministre des Finances, on peut penser même qu'il a peut-être détourné de l'argent, ça c'est un autre débat, et du coup il avait construit notamment cette magnifique demeure de Vaux-le-Vicomte, et lorsque Louis XIV verra cela en 1661, il sera vraiment ulcéré, il sera tout simplement jaloux, et c'est là d'ailleurs qu'il reprendra l'architecte, le peintre, tous ceux qui ont fait Vaux-le-Vicomte pour faire Versailles. Donc voilà, pour vous donner une idée, en 1657, c'est vraiment un roi qui n'a pas de pouvoir, qui n'est pas encore le roi soleil, qui n'a pas encore construit Versailles, et qui finalement n'est pas riche, contrairement par exemple à un Nicolas Fouquet au sein du royaume, qui a probablement plus d'argent que lui à cette période, mais qui paiera très cher par la suite en se faisant arrêter en 1661. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dard pour ces anecdotes, pour cet épisode consacré à la visite donc de Louis XIV à la synagogue de Metz en 1657. Dans le prochain numéro de l'histoire des Juifs de France, nous resterons sous le règne de Louis XIV, justement, avec un règne qui a duré 72 ans. Oui. Il y a forcément de quoi dire, évidemment, et nous parlerons de l'expulsion des Juifs des Antilles en 1681.